C'était la fiction du mardi sur France 3 avec Pérenne, cuisine, salle de bain, rangement. Bonsoir, dans quelques minutes j'aurai le plaisir de vous présenter Soir 3, Fabius Hollande-Payon, c'était l'affiche. Ce soir la mutualité à Paris, le procès de Saddam Hussein c'est en Irak et c'est demain. Et puis la mode éthique c'est en ce moment, c'est notre époque. A tout de suite, après la météo de Fabienne Amiac. Et ça... À l'approche de la ménopause, le corps change. Et la peau aussi. Avec le nouvel IMEA jour et nuit, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes diminuent. Et en plus, la nuit, il aide à la régénération cellulaire de la peau. IMEA jour et nuit s'occupe de moi. Et ça se voit. IMEA jour et nuit, disponible en pharmacie. Des noisettes, du lait écrémé, Nutella. Il en faut de l'énergie pour être un enfant. Waouh! T'as enfin réparé le four? C'est pas lui, c'est moi. Quoi? Bénéficiez d'un service dépannage de vos appareils de cuisson 7 jours sur 7. Quoi? Mon nouveau Femme Actuelle, en fait. C'est plein de magazines en un. Alors forcément, tout m'intéresse. Et visiblement, je ne suis pas la seule. Tout ce qui intéresse une femme actuelle est dans Femme Actuelle. Et avec Femme Actuelle, retrouvez la reine du suspense, Mary Higgins Clark en DVD. Cette semaine, Femme Actuelle est le deuxième DVD de la collection au prix exceptionnel de 6,10 €. Pour rester jeune, pas question de se relâcher. Contre les signes de l'âge, redoublez d'efficacité avec le nouvel Age Perfect et son action renforcée anti-taches. Sa nouvelle formule au collagène boost resserre le maillage de la peau pour lutter contre le relâchement et redessiner l'ovale du visage. Je sens la différence. 2 fois plus concentré en mélanine bloc, il corrige visiblement les taches. Fini les tâches. Moins de taches, plus de fermeté. Ma peau ne dira pas mon âge. Nouvel Age Perfect de L'Oréal Paris. Ne vous relâchez pas, vous le valez bien. Tu prends Prime Vert maintenant, c'est nouveau? Mais oui, c'est Prime Vert double effet. Ah oui, c'est pour le cholestérol. Ah, pas seulement, regarde. Prime Vert double effet aux oméga 6 et 9 contribue à réduire votre cholestérol. Et en plus, les oméga 3 participent au bon fonctionnement cardiovasculaire. Parce que ça aussi, pour moi, c'est important. Pour votre santé, ne faites pas les choses à moitié. Prime Vert double effet. On faisait un bonhomme de neige. Oui. Mais comme il faisait très froid, Tati, elle a dit qu'on n'allait pas tarder à rentrer. Au bout d'1 heure, il s'est mis à neiger. Et Tati, elle a dit qu'on allait rentrer bientôt. Mais comme il s'est mis à geler, Tati, elle a dit « Allez, on pourrait se faire un igloo !» Alors là, je savais. Et j'ai dit « Et pourquoi pas une maison d'esquimaux aussi ?» Damar crée Thermolactyle Modal, des vêtements réchauffants et respirants. Damar, créateur de bien-être. Eh bien là, Catherine, je prends un camembert président, du lait, des ferments et du sel. C'est pourtant simple de bien manger. 98% de lait, camembert président. Bien manger, c'est le début du bonheur. Vous êtes des millions de femmes à préférer la qualité unique de Tena, le spécialiste des protections pour fuites urinaires. Tena Lady, plus fraîche, plus sûre, la différence est là. J'aurais pas accepté de faire de la pub pour Danacol juste pour de l'argent, il fallait que ça marche. Et ça marche, dès 3 semaines on a des résultats. J'ai réduit mon excès de cholestérol de manière significative. Voilà, je suis fier de moi, je continue tous les jours, je bouge, je surveille mon alimentation, je prends Danacol à chaque repas. Seulement c'est tous les jours qu'il faut faire attention, parce que sinon le taux de cholestérol, il remonte. Trop de cholestérol, essayez Danacol de Danone. J'étais en retard ce matin, alors je me suis dépêché. Il faut toujours que je sois partout à la fois. Une seule seconde d'inattention. Et en me rasant, aïe! Aïe! Je me suis coupé. Aïe! Je me suis coupé. Et voilà mon nouveau pansement. Regardez mon nouveau pansement. Génial, non? Avec mon nouveau pansement, ça ne saigne même plus. Invisible. Voilà. Nouveau pansement Hansaplast Liquid Protect. En un seul geste, il soulage et protège tout en restant presque invisible. Nouveau pansement Hansaplast Liquid Protect.
Bonsoir à tous. Félicitations au joueur de Paris 5e qui a remporté au premier tirage la somme de 10 000 € en cochant 8 numéros. Le prochain, c'est peut-être vous, alors bonne chance et place aux 20 numéros de ce soir qui peuvent vous rapporter jusqu'à 1 million d'euros. Je vous rappelle que ce tirage s'effectue sous le contrôle d'un huissier de justice. Les numéros de ce second tirage sont le 66, 31, le 19, 10, 40, 42, 32, le 12, 53, le 18, 64, 57, le 16, le numéro 9, 37, 49, 54, 70, 47 et pour finir, le 67. Vous le savez, le jackpot, c'est votre deuxième chance de gagner. Nous jouons ce soir pour la somme de 300 000 € et le numéro gagnant est le 1 80 74 07. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3. À demain pour de nouveaux tirages. L'Amérique a un sens, malgré toutes les horreurs, de l'honnêteté. Si vous votez pas pour Bush, vous n'êtes pas chrétien. C'est difficile à dire pour quelle liberté elle se bat. Où est l'honnêteté? Où est la justice là-dedans? Le rêve américain est-il en train de tourner au cauchemar? C'est difficile de réagir contre un président au moment de la guerre. Je pense que l'Amérique reste encore aujourd'hui une de nos grandes raisons d'espérer. Jane Fonda, Alexandre Allaire vous a convaincu? Non. Culture et dépendance, avec la participation exceptionnelle de Jane Fonda, demain à 23h30 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée. Le temps a changé, on s'en est aperçu, la pluie est arrivée, l'automne avec. Nous avons eu le passage d'un front froid qui sur l'ouest aujourd'hui donnait de la pluie. Nous allons le retrouver demain matin sur les régions de l'est avec de petites pluies dans sa partie nord-est et des pluies plus considérables dans le sud-est et la Corse. Avec un vent assez fort, 90 km/h en Méditerranée de secteur est, qui se transforme en vent de sud-est à 70 km/h et vent d'autant donc dans la région toulousaine. Le ciel de traîne à l'arrière sera plus beau sur le sud-ouest du pays, un petit peu plus nuageux des régions centre jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et ce ciel de traîne deviendra plus instable avec deux orages d'air froid de la Bretagne à la Normandie et sur la Vendée et les Charentes. Dans l'après-midi, nous allons retrouver de l'instabilité orageuse sur les régions des Alpes, du Sud-Est et de la Corse, avec dans cette partie à l'est de la France de petites pluies. C'est la perturbation qui persiste tout en s'évacuant hors de nos frontières. Nous allons avoir pas mal de vent donc en Méditerranée encore, soyez prudents. Et puis toujours ce ciel de traîne qui sera nettement plus beau sur le sud-ouest, plus nuageux du centre à la Champagne-Ardenne et faiblement pluvieux donc sur le nord-ouest du pays, associé à des vents de sud-ouest entre 50 et 60 km/h. Qui dit vent de sud-ouest dit encore de la douceur et demain matin, les températures seront stationnaires. Toutes à peu près homogènes, sauf qu'il y a un petit peu de fraîcheur dans le nord-est, 6 et 10 degrés seulement. Partout ailleurs, elles oscilleront entre 10 et 14, tout en restant plus douces autour de la Méditerranée, 14 et 17 degrés. Et dans l'après-midi, eh bien, par endroits, elles baisseront un petit peu avec l'arrivée donc de ce front froid, notamment dans le nord-est, 14 et 16 degrés. En revanche, elles seront partout ailleurs stationnaires, resteront même très douces dans le sud-ouest. Nous irons jusqu'à 20 et 22 degrés. Les tendances pour les 2 jours qui vont suivre, eh bien, ce sera à peu près le même type de temps. Des remontées nuageuses, donc du sud-ouest au nord-est, avec pas mal d'ondées, toujours de l'instabilité sur la Corse et le passage de la pluie sur le nord-ouest associé à un vent de sud-ouest. Idem pour vendredi avec des températures entre 18 et 21 degrés. Tout de suite, c'est le Soir 3 présenté par Marie Drucker. Belle soirée. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Tu viens déjeuner? Là, je vais pas pouvoir, là, j'ai du boulot, là. Ok. Salut Bruno. Salut. Envie de finesse? Découvrez l'incroyable alliance de grands desserts gourmands et d'un grand chocolat. Lindt crée petit dessert. Crème brûlée ou macaron, Lindt, la passion de la finesse. Découvrez aussi
Tarte citron meringuée. Permettez-moi de vous aider. C'est gentil. Hein. Je vous en prie. Merci. Ça fait 1 euro, madame. Combien 1 euro. Il y a des services qu'on n'imagine pas payer. C'est très drôle. C'est pourquoi, à la Société Générale, c'est simple. Consulter ses comptes sur Internet, c'est gratuit. Société Générale. Si on nous parlait. Vers 45 ans, les femmes sont parfois indisposées par des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. L'action Nuit et Jour de Femme 24 aide à réduire les troubles de la ménopause. Femme 24 est une formule complète d'origine naturelle, efficace 24 heures sur 24. Forte Pharma. C'est vous, monsieur Louis? Oui. La nuit, quand j'ai une petite envie, je prends un Cambly. Cambly, quand on en a envie. Eh oui, tous les adaptateurs TNT ne permettent pas d'enregistrer une chaîne TNT et de regarder une autre. T'as pas demandé. Zapbox Easy de Metronic, c'est si pratique. Je vais vous donner un bon truc pour faire fondre les garçons. Fondant tout chocolat Alsa. Même mon père ne résiste pas. Fondant tout chocolat Alsa. Les invités ont échappé au pire des drames qui, bien souvent, ont fait la une des journaux. J'ai été obligée de sortir et d'enjamber les 2 corps. Claude, hôtesse de l'air, a été otage sur le vol Alger-Paris. La vie bascule, c'est sûr. Jean Pascal est l'un des 10 rescapés d'un crash aérien. Les survivants étaient à l'arrière de l'appareil et on était au bon endroit au bon moment. Comment cet événement a-t-il transformé leur vie? Patrick Dupont a surmonté drame sur drame, dont un terrible accident. On m'a surnommé Trompe la mort. Oui. Voilà. Et pour la première fois, Julien Dassin à la recherche de son père. Je connais bien l'artiste, mais mon papa, je le découvre. Pour moi, c'était un grand monsieur habillé en costume blanc. Vie privée, vie publique, présenté par Mireille Dumas, demain à 20h55 sur France 3. Bonsoir, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Grande réunion socialiste à la Mutualité à Paris. Un rendez-vous censé préparer le prochain congrès du Mans. En réalité, un face-à-face Hollande-Fabius qui préfigure un duel en vue des candidatures pour 2007. À partir de demain, Saddam Hussein comparaîtra devant un tribunal criminel spécial. L'ancien dictateur sera jugé uniquement pour le meurtre de 140 chiites. C'était en 1982. Sans détour, Elisabeth Borrell répondra à nos questions. Demain, cela fera 10 ans que son mari, le juge Bernard Borrell, a été retrouvé mort dans des conditions jamais élucidées. Le dossier de la rédaction nous conduira ce soir en Amazonie où les populations subissent la pire sécheresse depuis 40 ans. Enfin, le commerce équitable se développe de plus en plus et il ne s'agit plus seulement d'acheter du café. Les créateurs de prêt-à-porter se mettent à la mode éthique. Mais d'abord, c'est le premier grand raout socialiste. Laurent Fabius, François Hollande et d'autres étaient réunis ce soir à la Mutualité à Paris, officiellement pour confronter leurs motions dans le cadre de la préparation du Congrès du Mans. En fait, les 2 grands ténors du parti ne pensaient qu'à une chose, les échéances électorales de 2007. Catherine Demangeat et Jean-Michel Millière étaient sur place. La Mutualité à guichet fermé et la bousculade des grands jours quand les protagonistes arrivent. François Hollande, bientôt suivi par Laurent Fabius, la seule confrontation publique entre les 2 hommes avant le vote des militants fait recette. Et pour corser le débat, un 3e larron, Vincent Payon du nouveau Parti socialiste, qui ironise sur cette soirée minutieusement organisée. On a rendez-vous dans un petit salon à 7h15 pour faire connaissance, et puis après on ira ensemble vers la tribune. Donc ça a l'air merveilleusement organisé. Chaque orateur a 20 minutes pour défendre sa motion. Tout le monde plaide pour l'unité des socialistes, le rassemblement de la gauche, mais devant une salle qui s'enflamme à chaque envolée, Laurent Fabius et François Hollande s'opposent sur le respect des règles du parti. Le référendum du 29 mai est toujours un sujet brûlant. Quand je dis respecter les votes de congrès, mais on devrait tous, puisqu'on participe à un congrès, en être d'accord. Ou alors, à quoi sert finalement ce débat? Nous sommes tous pour qu'il y ait le respect du vote du congrès, c'est bien le moins. Nous disons clairement dans notre motion que pour un président de la République socialiste, il n'est pas question de ne pas respecter le suffrage populaire et que donc
et que donc nous ne signerons pas le texte de la Constitution qui a été rejeté par les Français. Applaudissements, sifflets, l'ambiance monte encore d'un cran avec Vincent Payon. Un parti fier de lui, un parti qui a l'amour de son histoire, ne peut pas consacrer entièrement un congrès à régler des comptes entre socialistes tournés vers le passé. Il doit se tourner vers l'avenir, vers les Français, vers les questions de fond. Le ton en dit long sur l'âpreté de la compétition. Les militants ont jusqu'au 9 novembre pour décider de leur vote. Les députés ont commencé aujourd'hui l'examen du budget 2006 et un budget qualifié de sincère et transparent par le gouvernement. Pour le PS, au contraire, rien n'est vrai, rien n'est juste dans ce projet. Même à l'UDF, on y est allé de sa critique en dénonçant les tours de passe-passe contenus dans le texte. Le dossier ISF s'annonce lui aussi très compliqué au sein même de la majorité. 5 ans de prison, dont 2 fermes. Didier Schuller a été condamné ce matin par le tribunal correctionnel de Créteil. C'est bien sûr l'affaire de l'office HLM des Hauts-de-Seine. Il va faire appel. L'autre prévenu dans cette affaire, Patrick Balkany, député maire de Levallois-Perret, a été relaxé. Valérie Ouard, Claude Fafan. Il est arrivé le premier au tribunal, Patrick Balkany, confiant, le sourire aux lèvres. Juste à l'heure pour l'audience, son grand ami d'hier, Didier Schuller, plus inquiet. Didier Schuller est soupçonné d'avoir fait financer son activité politique à Clichy par des entreprises, en échange de marchés pour l'office HLM dont il était le directeur. Un quart d'heure pour écouter le jugement et Patrick Balkany ressort, relaxé. Je suis heureux et soulagé. Ça fait 10 ans que cette histoire dure. Pour moi, ça a été lourd. Didier Schuller, lui, est sous le choc, abattu, condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Le petit conseiller général des Hauts-de-Seine est convaincu d'avoir payé à lui seul les turpitudes du RPR. Je n'étais qu'un steward de la compagnie aérienne et que quand on veut faire porter au steward la charge d'un crash, ça ne me paraît pas normal. Didier Schuller, convaincu encore et encore de payer sa fuite de 7 ans aux Caraïbes. Une fuite orchestrée selon lui par des proches de Jacques Chirac pour déstabiliser Édouard Balladur à la présidentielle de 95. Un coup monté par un mystérieux cabinet noir de campagne dirigé selon Schuller par Dominique de Villepin. On m'a fait partir. Vous savez très bien qui m'a fait partir. Et donc je ne veux pas rentrer dans le débat de la prochaine élection présidentielle. Didier Schuller va faire appel. Il évite ainsi de retourner en prison où il a passé 1 mois en 2002. Il avait l'intention de revenir en politique au municipal de 2007. Le tribunal a coupé court à ses ambitions en le déclarant inéligible pour 5 ans. Un trafic d'enfants démantelé en région parisienne après 1 an d'enquête. 7 bébés d'environ 18 mois vendus par des Bulgares ont été retrouvés ce matin. Leurs parents adoptifs, une quinzaine de personnes au total, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Les nourrissons ont tous été retrouvés en bonne santé. Leurs parents adoptifs semblent avoir agi par désir d'enfant. Ils avaient dû payer entre 5 et 6 000 euros. Les mères biologiques, elles, touchaient entre 400 et 1 000 euros. Nous travaillons ensemble très étroitement pour coordonner les plans d'urgence au cas où nous devrions faire face à une transmission du virus de la grippe aviaire à l'être humain. Je ne sais pas si ça vous rassure, c'était pourtant l'objectif affiché aujourd'hui par les ministres européens des Affaires étrangères réunis à Luxembourg au lendemain, vous le savez, de la confirmation d'un cas de grippe aviaire détecté en Grèce. Le ministre de l'Agriculture, Dominique Bussereau, présent lui aussi, a promis d'épauler les producteurs de volailles en cas de pandémie, alors que déjà, on vous l'a dit, les ventes baissent sensiblement. Alors si les particuliers sont inquiets, les entreprises aussi, le MEDEF vient même de créer une cellule de veille pour leur transmettre toutes les informations. Les grands groupes ont déjà commencé à se préparer et à faire face à une éventuelle pandémie. Reportage Patricia Issa, Samuel Guibou. Dans ces 2 pièces, l'aéroport d'Orly stocke ce qu'on appelle ici de taille. Selon des analystes, une pandémie de grippe aviaire aurait des répercussions sur l'économie mondiale comparables à la Grande Dépression des années 30. En Allemagne, l'ère Schröder appartient désormais à l'histoire. Le Bundestag a élu tout à l'heure son nouveau président lors d'une cérémonie sonnant la fin du mandat de l'ex-chancelier. Les négociations de coalition entamées hier entre la CDU-CSU et le SPD pour établir un programme de gouvernement devraient s'achever à la mi-novembre. Ensuite, Angela Merkel deviendra officiellement la première femme à diriger l'Allemagne.
C'est demain que s'ouvre le procès de Saddam Hussein, ou plutôt l'un des procès. Pour l'instant, l'ex-dictateur irakien devra répondre du meurtre de 140 chiites en 1982. Huguette. C'est l'une de ces tournées de propagande qu'affectionnait Saddam Hussein. Une mise en scène destinée à montrer le lien l'unissant au peuple irakien. Cela se passe le 8 juillet 82 dans le village chiite de Doujaïl, au nord de Bagdad. Image d'autant plus éloquente qu'à cette époque-là, l'Irak sunnite de Saddam est en guerre contre l'Iran chiite de Khomeini. C'est pourquoi la sécurité entourant le dictateur est omniprésente. Elle est pourtant impuissante à déjouer une tentative d'attentat. Le convoi essuie des tirs. 2 suspects sont arrêtés. S'il vous plaît, je suis membre de l'armée. Séparez-les et qu'on les interroge. Mais aux yeux de Saddam, la punition doit être exemplaire. Une partie du village est rasée, les vergers alentours brûlés. Des familles entières sont emprisonnées, 143 personnes exécutées sommairement. Aujourd'hui, pour ses habitants, le Raïs doit payer de sa tête le sang versé. Il a tué mes 7 frères. Saddam mérite d'être exécuté. Demain, Saddam Hussein et 7 de ses proches vont entendre les charges qui pèsent contre lui dans cette salle d'audience hyper sécurisée. Chaque accusé sera placé dans une petite cage en fer. L'image de ce tribunal a été diffusée par la télévision irakienne. Le procès est très attendu à Bagdad. Apparemment bien peu éprouve de la nostalgie pour l'ancien dictateur. Le procès de Saddam ouvre une nouvelle ère pour l'Irak. Nous espérons tous que le tribunal le condamnera à mort. Une fois jugé, Saddam Hussein devrait théoriquement faire l'objet d'une dizaine d'autres procès pour le gazage des Kurdes d'Al-Abjar, les guerres contre l'Iran ou le Koweït, ou encore le massacre de milliers de chiites. Demain, 19 octobre, cela fera 10 ans, jour pour jour, que le juge Bernard Borrell a été assassiné. Le corps du magistrat français avait été retrouvé carbonisé à 80 km de Djibouti, où il était alors en poste. Sa famille s'est longuement battue pour faire reconnaître que le crime avait été maquillé en suicide. Par qui ? Pourquoi ? Les réponses à ces questions se heurtent depuis au secret défense. Le rappel des faits avec Claudine Gilbert. Bernard Borrell, 3e juge français mort en service sous la Ve République. Assassiné à Djibouti il y a tout juste 10 ans. Son corps calciné est retrouvé au pied de cette falaise. Suicide, disent les premiers enquêteurs. Mais sa veuve ne se résigne pas. 8 ans d'enquête, 5 juges d'instruction successifs pour enfin en 2003 établir l'assassinat. Une nouvelle autopsie révèle notamment des traces de coups à la tête, une blessure de défense au bras. Pourquoi Bernard Borrell est-il mort ? Le juge enquêtait sur l'attentat du Café de Paris qui tua un ressortissant français en 1990. Cet homme, Ismaïl Omar Guelleh, président actuel de Djibouti, ancien chef des services secrets, est soupçonné d'en être le commanditaire. Mais l'instruction se heurte au secret défense. L'État français refuse toujours de déclassifier les documents les plus sensibles, ceux des années 95 et 96. Ismaïl Omar Guelleh reçu en grande pompe à l'Élysée au printemps dernier. Paris tente de calmer le jeu avec son ancienne colonie qui héberge la plus grande base militaire française en Afrique. Mais l'information judiciaire, elle, continue. Convocation du chef des services secrets, du procureur de la République et du président Guelleh lui-même. L'instruction cible clairement les plus hautes autorités de l'État djiboutien. Et son détour, c'est Elisabeth Borrell, veuve de Bernard Borrell, qui répond ce soir à nos questions. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors c'est vous qui, depuis 10 ans, menez, si je puis dire, la contre-enquête sur la mort de votre mari. Demain, vous allez lancer, avec le soutien de magistrats ou d'anciens ministres même, un appel à la vérité. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Eh bien, cet appel à la vérité, c'est surtout pour qu'on puisse déclassifier et avoir accès aux dossiers classés secret défense. Et puis surtout, je voudrais que le cynisme de l'État dans cette affaire qui dure depuis 10 ans cesse pour qu'effectivement on sache réellement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites le cynisme de l'État ? Depuis 10 ans, je me suis battue seule. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ces personnalités parce que je suis face à un État qui a organisé une mise en scène
à Djibouti et qui ensuite a reconstruit la personnalité de mon mari de façon proprement scandaleuse. Et c'est pour ça que je dis que maintenant, il faut aller jusqu'au bout et surtout que les personnalités qui sont autour de moi puissent appuyer cette démarche. Alors Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense, affirme qu'elle a déclassifié justement des documents que vous réclamiez depuis longtemps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, certains documents du ministère de la Défense ont été déclassifiés à la suite de l'avis de la Commission, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fallu une conférence de presse pour que Mme Alliot-Marie accepte de bien vouloir publier cet avis. Donc c'est vrai que je pense qu'elle a tout fait pour qu'effectivement ces documents ne soient pas déclassifiés. Une fois que la conférence de presse a été annoncée, elle les a déclassifiés, mais ce ne sont pas les bons documents, puisque ce sont des documents qui portent sur les années 97 à 2002, et que moi, ce que je souhaite avoir, c'est les documents de 95 et 96 immédiatement, ou même peut-être un petit peu avant, compte tenu de l'intervention de mon mari dans l'attentat du Café de Paris. Vous dites avoir senti des choses dans les dernières heures, les derniers jours de la vie de votre mari. Vous n'avez bien entendu jamais cru à la thèse officielle du suicide, que vous avez réussi à faire tomber d'ailleurs. C'est donc pour vous une affaire d'État. Qui avait intérêt à ce que votre mari disparaisse et pourquoi ? Alors je pense que ce n'est pas simplement une affaire de diplomatie, je pense que ça met en cause certains réseaux français. Et c'est pour ça, je crois, qu'il y a eu toutes ces obstructions du côté français. Et c'est ce qui a été pour nous, sa famille, le plus pénible, parce que mon mari servait la France là-bas et on s'est beaucoup servi de lui. Mais ensuite, après, on a complètement abandonné l'homme et la famille. Merci beaucoup, Madame Borel, d'avoir répondu à nos questions. Hier encore, c'était une tempête tropicale. Aujourd'hui, c'est un cyclone de catégorie 1 et vraisemblablement le 12e de la saison dans l'Atlantique. Pour le moment, vous le voyez sur ces images, Vilma s'approche des îles Caïmans. À Cuba, plus de 5000 personnes ont déjà été évacuées et les pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Les vents devraient doubler les 48 prochaines heures et toucher la Floride à la fin de la semaine. Alors, les scientifiques attribuent ces phénomènes répétitifs au réchauffement de la planète, qui serait également responsable de cette sécheresse inédite en Amazonie, la pire qu'ait connue la population depuis 40 ans. Je vous le disais en titre, c'est le dossier de la rédaction. Vincent Fischmann. Une rivière de sable au milieu d'un désert vert. L'Amazonie, véritable poumon du globe, tous et tous encore, depuis maintenant plus de 2 mois, pris d'une exceptionnelle poussée de sécheresse. Dans l'état d'Amazonas, une province grande comme 3 fois la France, l'eau n'en finit plus de baisser. Pris d'asphyxie, les poissons sont échoués sur les rives par millions et les populations, près de 170 000 personnes qui vivent au plus près de ces affluents du fleuve Amazone, imaginent déjà le pire, eux qui depuis toujours vivent grâce au fleuve et ses multiples ressources. Tous les poissons sont morts dans cette sécheresse, alors c'est très difficile pour nous, on doit aller très loin pour en acheter. Pour parer au plus urgent et aider ces populations, le plus souvent très isolées, le gouvernement distribue nourriture et eau potable. Malgré cela, l'inquiétude grimpe dans le secteur, l'eau pourrait être infectée et l'on dénombre déjà des cas de diarrhée, d'hépatite et même de choléra. Et les poissons qui pourrissent sur les rives ne sont pas pour arranger les choses. J'espère que les poissons ne sont pas malades, parce que si c'est le cas, ce sont les gens d'ici qui vont tomber malades à leur tour. La dernière sécheresse de cette envergure dans la région remonte à 1963. À l'époque, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Les caprices du ciel, juste avant la saison des pluies, étaient vécus comme une fatalité. Mais aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent s'empêcher de penser à un scénario planétaire. L'effet de serre augmenterait la température des océans, ce qui bouleverserait en profondeur les masses d'air et donc le climat. Dans le monde, les masses d'air sont dépendantes les unes des autres. Et des blocs d'air humides à haute pression, cela peut provoquer des pluies hallucinantes ou bien une sécheresse comme ici. Autre blessure liée à la sécheresse, ces arbres dévorés par les flammes. D'habitude, la pluie se charge de les éteindre, mais cette fois-ci, il faudra faire sans et laisser les incendies se répandre, impuissants, amputant un peu plus encore cette forêt tropicale gigantesque, plus riche biodiversité du monde.
On parle toujours beaucoup des défilés de mode à chaque nouvelle collection. En revanche, on parle beaucoup moins de la mode éthique. Un salon vient tout juste de s'achever à Paris. C'est purement et simplement du commerce équitable. Désormais, il ne s'agit plus seulement d'acheter du café, mais de vraies tenues de créateurs. Reportage Laetitia Fernandez, Jean-Bernard Hier. Réconcilier l'inconciliable, les paillettes et les extravagances du monde de la mode avec l'éthique et des valeurs comme la solidarité et le respect des hommes, de leurs conditions de travail et de l'environnement. C'est le pari de ces jeunes créateurs. Originaires des pays du Sud ou de l'Hexagone, ils proposent une autre vision de la mode et de la création. Nous ne sommes pas des doux rêveurs. Je suis une chef d'entreprise et en tant que créatrice de mode, j'ai décidé que mes vêtements allaient être fabriqués en suivant une chaîne qui soit respectueuse de chaque individu en pleine intégrité. Concrètement, Sakinamsa, jeune créatrice d'origine comorienne, travaille avec des femmes dans un atelier de réinsertion en région parisienne. Almen Gibirila, elle, est burkinabé. Pour elle, une mode éthique est une histoire de partage entre son savoir acquis en France et les techniques traditionnelles des femmes du Burkina. Enfin, pour beaucoup, être dans une démarche éthique, c'est avant tout assurer une rémunération décente aux petits producteurs des pays en développement. Ainsi, la basket Veja est la première basket équitable en caoutchouc d'Amazonie et en coton biologique. On travaille avec des petites coopératives au Brésil, on leur achète directement le latex. Et on travaille avec aussi des petits producteurs donc de coton bio qui n'ont pas de ressources financières, qui sont hors voie de communication, d'information. Et en fait, on les aide à travers du commerce, donc du commerce équitable. C'est-à-dire qu'on calcule avec eux leurs coûts de production et leurs marges et qu'on leur verse un prix juste. Un prix juste pour une basket qui a fait son entrée avec succès dans les grands magasins. Mais ici, pas question de distinguer la basket équitable des autres chaussures de sport. Le produit est avant tout choisi par la cohérence qu'il représente pour notre assortiment et pour la clientèle que l'on vise. Autre démarche beaucoup plus affirmée, celle de la Redoute qui commercialise cette année 200 000 t-shirts à base de coton équitable. On les a positionnés au même prix que les autres produits non équitables. Donc on n'a pas voulu faire payer aux clients cette surprime de l'équitable. Ça, c'est quelque chose qu'on a pris dans notre marge. Grâce au commerce équitable, le producteur du pays d'origine gagne 2 fois plus que s'il était rétribué selon les règles du commerce international. Selon l'association Max Havelaar, habilitée à délivrer un label équitable, chaque article acheté permet à un enfant d'aller à l'école. Cette pratique d'une consommation différente et plus responsable pourrait s'étendre à d'autres filières que l'agroalimentaire et le coton. Une façon très concrète de participer à l'élaboration d'un monde meilleur. Et si la mode est encore loin d'être éthique, l'éthique, elle, pourrait devenir à la mode. Direction le Cachemire avec la photo du jour. Regardez, cette petite fille a survécu au tremblement de terre d'il y a 10 jours. Vous voyez derrière elle les montagnes enneigées. Il fait très froid en cette saison, dans cette région du monde. L'armée est à pied d'œuvre pour dégager les routes dévastées et donc impraticables. Les tentes, couvertures et vivres arrivent par hélicoptère. Cette photo a été prise par Toshifumi Kitamura pour l'agence France Presse. On passe à la revue de presse, la une de vos quotidiens demain dans les kiosques. Le procès de Saddam Hussein est à la une du Figaro. Il sera jugé, on en a parlé, pour un massacre chiite perpétré il y a 23 ans et risque la peine de mort par pendaison, ce qui suscite la controverse, car Saddam Hussein doit normalement répondre d'une dizaine d'autres massacres. Les Échos font leur une sur la grippe aviaire. L'Europe en appelle à une riposte mondiale. La grippe aviaire également à la une du quotidien américain Herald Tribune. Les Européens considèrent la grippe aviaire comme une menace générale. Là encore. Enfin, l'OMC est à la une de l'Humanité. Tension autour du dossier des subventions agricoles. Face au forcing des États-Unis, les peuples commencent à réagir. La France ne doit pas céder. Le choix de Soir 3, c'est un film. Il est sorti il y a déjà une quinzaine de jours. Mais enfin, ça y est, nous l'avons vu et nous l'avons aimé. La maison de Nina raconte la vie de ces enfants de déportés placés dans ces maisons de l'espoir en 1945, en attendant que leur famille revienne ou pas. Le film a été réalisé par Richard Dembo, qui n'aura pas pu le terminer car il est mort pendant le montage. Un long métrage extrêmement subtil et surtout servi par de jeunes acteurs époustouflants. Un extrait. Toute la maison. On vit ensemble, on mange ensemble. D'où vient cette arme? Une arme pourquoi? Pour tuer un autre juif? Nous sommes frères par le sang et les larmes. Vous êtes chez vous. C'est votre maison. Regardez, il n'y a pas de soldats. Voilà, la maison de Nina actuellement sur vos écrans.
Voilà pour ce soir. L'info demain sur France 3, c'est le 12-14 Laurence Bobillet, le 19-20 Audrey Pulvar. Quant à moi, je vous retrouverai aux alentours de 22h55. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec France-Europe Express, le thème le pétrole. Et Christine Ockrent reçoit entre autres le président de Total, Thierry Desmarest, qui s'exprime très peu dans les médias. Excellente fin de soirée sur France 3. À demain. Merci. Je suis tellement contente de notre Toyota Corolla Verso. C'est vrai, au départ, on la voulait rouge. Mais bon, en fait, on l'a prise en noir, comme ça. Ça va avec tout. Je voulais une grande voiture pour les enfants. Et il fallait aussi qu'elle soit pratique, avec beaucoup de place. J'adore tous les équipements. Et je voulais qu'elle respecte l'environnement. C'est important aussi. Enfin, je l'adore, quoi. Je l'adore, on l'adore. C'est génial. C'est... Qu'est-ce qu'il y a, chérie? T'as mal à la tête? Toyota Corolla Verso. Nouvelle motorisation D4D Clean Power. Le diesel propre par Toyota. Pour mon intimité, j'ai choisi le gel intime Cavaillès. Chaque jour, il agit en douceur, stabilise le pH intime et nous préserve des petits désagréments très efficacement. Pour mon confort et mon bien-être, Cavaillès, mon intime préférence. Si mes tortellini ricotta épinards ont autant de goût, c'est parce que j'ai fait une pâte plus fine et que je mets plus de farce. Pâte fraîche Giovanni Rana, les gourmandises italiennes. Bah, pourquoi je suis le seul à faire ça? Partez découvrir le Club Med. En ce moment, 2 jours vous sont offerts sur votre séjour. Rendez-vous avant le 14 novembre sur clubmed.fr. Permettez-moi de vous aider. C'est gentil. Hein. Je vous en prie. Merci. Ça fait 1 euro, madame. Combien? 1 euro. Il y a des services qu'on n'imagine pas payer. C'est très beau. C'est pourquoi, à la Société Générale, c'est simple. Consulter ses comptes sur Internet, c'est gratuit. Société Générale, si on nous parlait. Konnichiwa. Il y a un problème? On les a perdus. Konnichiwa. Comment on s'en sort? Avec ça. Bah, c'est un téléphone. Ça fait téléphone, internet et visioconférence. Arrête de tripoter la télé. Konnichiwa. Travailler ensemble à la puissance Cisco. Nouvelle Citroën C3 HDI 110 FAP, 3,8 litres au 100 km, sans fumée noire. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Le pouvoir est dans la rue. Autrement dit, il est tombé des mains du général. Alors, dans le courant de l'entretien, je lui ai quand même dit « Votre règne est terminé ». Et ses petits yeux sous les paupières me fixaient comme le sanglier qui était prêt à charger. L'homme de Gaulle. Qui, mieux que son fils, pouvait nous le faire connaître? Lundi sur France 3. France 3, avec les magasins JTM, vous donne rendez-vous. Pour vous, je suis un flic dont la tête est mise à prix. Vous êtes à l'affût de la mort et de la violence. Vous ne savez même pas qui je suis. C'est du sang que vous voulez. Vous pensez que ça fait vendre. Et je n'aime pas ça. Harry, où est-ce que vous allez? Harry! Harry! Clint Eastwood, Jim Carrey, la rencontre historique. Dépêchez-vous les mecs, plus vite que ça! T'as oublié ton gâteau surprise? Attendez, vous vous trompez. Journalisme, hédonisme, satanisme. Dans le grand quiz de la modernité, l'inspecteur Harry a réponse à tout. Boum boum, jeudi à 20h55 sur France 3. Formidable. Est-ce la fin du pétrole? À qui profite la flambée des prix? Connaît-on véritablement l'état des réserves pétrolières dans le monde? Quel avenir pour les grandes compagnies? Quelles sont les énergies de demain? Thierry Desmarest, patron de Total, Michel-Édouard Leclerc, Jacques Attali et les meilleurs spécialistes de l'énergie dans un instant dans France Europe Express.